Bonsoir et bienvenue à la Gaîté Lyrique pour cette première édition des Fondaprès, un format proposé par la Fonda pour fabriquer demain, avec un premier sujet pour ce soir qui est les nouveaux modes d'apprentissage à l'heure du numérique. Fabienne Goubaudiman, bonsoir. Donc Fabienne, tu es directrice du bureau d'études en prospective projective. Bonsoir à tous. J'ai la difficile tâche de vous faire rentrer dans le sujet, de mettre en place une toile de fond qui explique en réalité pourquoi les transformations que nous connaissons actuellement dans le monde de l'enseignement sont si importantes. L'irruption du virtuel dans cet univers-là est ce qu'on appelle un change gamer, un game changer, c'est-à-dire vraiment ce qui change fondamentalement les règles du jeu. Et nous voyons aujourd'hui apparaître des nouveaux drivers qui jusqu'à présent n'existaient pas et qui sont en train de nous conduire vers des changements significatifs. Le premier, c'est l'infobésité, c'est-à-dire cette surinformation dans laquelle nous baignons constamment, dont nous ne maîtrisons pas la qualité, dont nous ne maîtrisons pas non plus beaucoup l'ampleur. Deuxième grand facteur, tout ce qui est lié à l'éthique, c'est-à-dire issu notamment de la brevetabilité du vivant, des modifications génétiques. Et enfin, troisième élément, eh bien, il va nous falloir apprendre à vivre avec les robots. Ils sont déjà là dans le monde asiatique. Quels sont les instruments dont nous disposons pour préparer les adultes ou les jeunes générations à ce monde de demain? La première de ces instruments, c'est l'éducation conçue comme un service. Et j'insiste sur la notion de service. Là, ce dont nous sommes en train de parler, c'est de l'éducation telle qu'elle est en train de se développer aujourd'hui, c'est-à-dire qui est un moyen aujourd'hui que nous donnons à des gens, quel que soit l'âge, quelle que soit la nationalité, pour grandir, pour changer, pour se développer, pour acquérir de nouvelles compétences. Eh bien, une fois qu'on a le savoir, qu'on a la pédagogie, il faut avoir un objectif. Et cet objectif, ce sont les connaissances acquises. Ces connaissances acquises, jusqu'à présent, elles ont été essentiellement conçues comme académiques, surtout en France, qui est un modèle dans ce domaine. Or, nous savons tous, au moins tous ceux qui ont enseigné, que ces compétences sont aussi comportementales. Et puis enfin, il y a une compétence implicite, si j'ose dire, qui est celle de la maturité. Déjà, nos étudiants se fondent sur le crowdsourcing. Ils vont voir ce que leurs pairs, leurs égaux, d'autres individus qui ne sont pas forcément dépositaires d'une expertise, peuvent aller dire sur le net, sur tel ou tel sujet. Et puis je ne voudrais pas m'arrêter sans dire que finalement, ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui à travers l'évolution de l'éducation, c'est que ce ne sont pas les techniques qui sont au cœur du propos. C'est la relation que les enseignants, quels qu'ils soient, et là je parle de l'ensemble de la communauté éducative, a avec l'enseigné. Ce que je vous propose, c'est de donner la parole à Jérémy Lachal, qui va nous parler de la Khan Academy et du rôle de Bibliothèques sans frontières dans la traduction et le déploiement en français de la Khan Academy. On a tendance à dire que le numérique transforme tout, et que le numérique prend la place de tout, que c'est une sorte de solution miracle qui va transformer et changer le monde et prendre la place de tout ce qui existe. Je pense que le numérique n'est qu'un outil. Et je crois que c'est important de le rappeler, c'est un outil, c'est effectivement une évolution dans la gamme des outils, et des outils pédagogiques entre autres choses. Tout ça pour dire que sans médiation, finalement, sans accompagnement, et c'est quelque chose qui est au cœur du propos de Bibliothèques sans frontières, on peut donner tous les outils qu'on veut, ça ne change pas grand-chose fondamentalement, que ce soit des livres papier ou que ce soit du numérique, que ce soit la Khan Academy. La deuxième chose importante, c'est que tous ces phénomènes autour du numérique aujourd'hui et dans l'éducation bouleversent, je crois, en profondeur les modèles économique de l'éducation. La question de la barrière à l'entrée de l'éducation pour tous à l'éducation pour quelques-uns, effectivement, payante, élitiste, ou alors, au contraire, comme la Khan Academy gratuite. Finalement, si le numérique ne tend pas à accroître les inégalités plutôt qu'à les réduire. Je crois que la Khan Academy, comme plein d'autres ressources électroniques en ligne, exige de l'étudiant, de l'apprenant, une très grande indépendance et une très grande capacité à apprendre par soi-même et à se motiver par soi-même. La Khan Academy, on pourrait dire, c'est deux idées successives, et c'est d'ailleurs la façon dont BSF l'aborde aujourd'hui. La première idée, c'est donc
un entrepreneur qui s'appelle Salman Khan, enfin qui n'est pas entrepreneur d'ailleurs, il vient du milieu de la bourse, de la banque, qui pour aider sa petite cousine qui était à l'autre bout des États-Unis a commencé à faire des leçons de mathématiques comme ça avec sa tablette tactile, un écran noir, et a commencé à faire des cours pour l'aider. Et il s'est trouvé que le cours, au bout d'un mois, puisqu'il l'a mis sur YouTube, il s'est dit bon, c'est le plus simple pour elle, c'est d'ailleurs une des réussites. Moi, je pense qu'un des critères de réussite de la Khan Academy, c'est parce que justement ils ont utilisé des technologies du quotidien qui sont extrêmement accessibles par tout le monde. Un mois après avoir mis sa première vidéo, il y avait 1 million de vues sur la vidéo, et il s'est dit bon, il en a fait une deuxième, une troisième, une dizaine, et à un moment donné, il s'est dit bon, j'arrête tout et je crée la Khan Academy, et on va créer des contenus pédagogiques de qualité pour les enfants. On a décidé d'adapter les vidéos de la Khan Academy en français. Aujourd'hui, la Khan Academy, c'est un peu plus de 4500 leçons vidéo. C'est des leçons qui durent une dizaine de minutes. Et donc on a un découpage comme ça par briques du savoir, des matières, avec une concentration très forte sur les mathématiques, avec bien sûr la vigilance et le pilotage d'un comité scientifique composé de professeurs de mathématiques, composé de spécialistes du monde de l'édition, qui viennent justement superviser et valider le contenu pédagogique de ces vidéos. Je vous propose de pouvoir illustrer ton intervention avec le témoignage de Joseph Hadjadj, que je remercie d'être là. La classe inversée avec des élèves en difficulté scolaire, pourquoi et comment? Alors, pourquoi j'ai la chance cette année de diriger une section d'enseignement général, professionnel et adapté, où nous accueillons des élèves qui sont en grande difficulté scolaire. Et le constat que j'ai pu faire cette année en effectuant le suivi de cohorte des élèves de 3e, c'est qu'ils étaient en échec. Donc partant de ce constat-là, eh bien, on a été obligé avec l'équipe enseignante de revoir, en tout cas avec ces élèves-là, la manière d'appréhender la pédagogie avec eux. Et on s'est dit, bon voilà, comment aider nos élèves en mathématiques et comment apporter une pédagogie différente. Et donc on est parti sur le système que les élèves en classe apprenaient mal, ou très peu. Parce qu'ils sont en échec, parce que lorsqu'ils sont en échec, eh bien, leur trouble du comportement se manifeste, et même les élèves qui ont des compétences et des capacités pour apprendre, eh bien, étaient aussi en échec parce que leur capacité d'attention était beaucoup plus faible. Donc on s'est dit, eh bien, il faut qu'on change la place du professeur et qu'on donne au professeur un autre rôle. C'est ce qu'on a fait en développant la classe inversée. Donc on a eu la chance, en faisant toutes nos recherches, de tomber sur des vidéos de la Khan Academy. Et on s'est dit, bah, tiens, on va pouvoir avoir une entrée différente avec les élèves. On est dans un contexte social très défavorisé. Est-ce que les familles sont connectées? Est-ce que les familles ont le matériel? Après une enquête, oui, il s'avère que les familles, à 75-80%, ont un ordinateur à la maison ou une tablette. Le problème que l'on avait, c'était est-ce qu'on aura la certitude avec nos élèves qui n'ont pas l'habitude de travailler chez eux, puisque notre politique en SECPA, c'était pas de devoir à la maison. Comment on allait pouvoir imposer à des élèves qui n'ont pas l'habitude de travailler chez eux, d'aller faire un cours à la maison, d'avoir un temps dans la semaine, 1 heure par semaine, où les vidéos étaient disponibles aux élèves, et tout ça piloté par l'enseignant. Donc, les élèves ont 1 heure par semaine sur le temps pris par l'enseignant. Ils sont en groupe classe et tous les élèves, pendant cette heure-là, on s'assure que tous les élèves vont visionner la vidéo. Et ça permet à l'enseignante d'être complètement, d'avoir un autre rôle. Elle permet d'individualiser le travail qu'elle propose aux élèves, de proposer une pédagogie un peu plus différenciée, d'être beaucoup plus disponible pour les élèves. Elle s'assure que tous les élèves visionnent la vidéo avec une fiche à remplir sur un travail à faire qui est très succinct. Et elle, ça lui permet, je dis l'enseignante parce que c'est une enseignante, ça lui permet de vérifier ensuite le travail qui est effectué par les élèves. Et je trouve que les résultats qu'on a avec nos élèves aujourd'hui sont très encourageants au niveau du comportement, au niveau des compétences sociales et civiques des élèves. Deuxième point qui est aussi important, c'est l'accompagnement des familles que l'on a dû faire.
des familles qui entrent peu dans l'établissement puisqu'ils ont été parfois eux-mêmes en échec scolaire. Re-rentrer dans un établissement, c'est parfois difficile. Et là aussi, c'est une politique d'établissement qui fait que les familles re-rentrent facilement. Pour quel but voulons-nous que le numérique change l'école? Je crois qu'on parlait tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure d'égalité, et je crois qu'il y règne plus d'égalité avec le numérique, plus de motivation pour les élèves, ça c'est incontestable et c'est vraiment observé sur le terrain, plus d'ouverture vers l'environnement et de lien avec l'environnement. Je pense que ce qui est intéressant dans chacun de vos apports, c'est que finalement on se rend compte que le numérique, il permet surtout de recréer des relations humaines et des conditions favorables à des relations humaines de qualité, à la prise en compte de chacun, à la prise en compte des individualités, à des collaborations entre personnes. Donc je trouve qu'on a un enseignement assez intéressant. Je vous remercie, un grand merci à vous pour votre présence et à très bientôt pour la suite de nos rencontres.